10th inning. That's in the air to left. Here comes Fisher. Throw by Ethier. Astros win it in 10. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Extra Inning, la nouvelle émission The Strikeout. Dans ce podcast plus court que nos longs formats, on s'axera sur un seul sujet, histoire de pouvoir traiter en profondeur une thématique. Mais pas d'inquiétude, notre grosse émission sera toujours de la partie et sera même bientôt de retour. En attendant et pour cette première édition de Extra Inning, on va aborder la course au titre en National League West. Pour en parler avec moi aujourd'hui, j'accueille Bastien, premier supporter de Nolan Arenado et dont le rêve serait de le voir rejoindre les Mets. Salut Bastien. Bonjour Martin, comment vas-tu? Ça va et toi? Donc, très bien, merci. T'es prêt pour parler de cette National League West? Absolument. Donc allez, c'est parti, play ball. Parlons donc de la National League West, la division la plus serrée de cette saison 2018. Les Dodgers grands favoris et pourtant ils n'arrivent pas à se défaire des Rockies et des D-backs qui continuent leur montée en puissance après leur double qualification au wildcard game de la saison dernière. Alors, qui ira en post-saison? On va en débattre tout de suite et on commence par les favoris, les Dodgers. Après un début de saison catastrophique, les Dodgers se sont repris et sont à la lutte pour la première place de cette National League West. Pourtant, on ne les sent pas aussi dominateurs sereins que l'année dernière. Bastien, tu as une explication là-dessus? Alors pour moi, le plus gros problème, c'est au niveau du line-up. Ils ont toute une tripotée d'excellents joueurs dans leur line-up, les Los Angeles, les Dodgers, mais ils semblent ne pas vraiment avoir un leader cette saison. Donc Corey Seager n'est pas là. Après sa super saison rookie, il n'avait pas été vraiment en grande forme l'an dernier. Cette année, il rate toute la saison. L'impression que Pederson, Grandal, ça tourne plus vraiment. Justin Turner est pas au niveau de la saison dernière. Même les recrues, ils ont recruté. C'est ce que j'allais dire. Ils ont recruté quand même du lourd avec Machado et Dozier pourtant. Hein. Voilà, mais Machado pour l'instant, il est pas exactement exceptionnel. Hein. Je crois que ses statistiques depuis qu'il est arrivé, c'est il est pas si étincelant que ça, quoi. Voilà, 2 home runs et 7 RBI pour un joueur il tenait plus vraiment Baltimore, mais qui était la seule lumière et qui vraiment a étincelé en début de saison. C'est pas un pari qui paye pour l'instant. Et pourtant, Dozier, il est plutôt excellent depuis qu'il est arrivé à Los Angeles. Hein. Il est très bon, particulièrement donc au niveau dans une des grandes faiblesses des Los Angeles Dodgers, qui est les positions avec des joueurs en position de marquer, où il tape à 50% avec 2 home runs et 11 RBI. Donc dans ces positions, il a un OPS dans ces situations de 1,871, je crois, quelque chose d'absolument monumental. Alors que le reste de la line-up, c'est plus compliqué. Alors que le reste de la line-up est 24e de MLB dans ce domaine-là. Donc ils sont entre les Mets, les Rangers, les Padres, les White Sox. Voilà, ils sont vraiment avec les mauvais dès qu'ils sont déjà en position de marquer. Maintenant, il faut aussi, c'est vrai que Dozier ne peut pas faire tout. Il faut que Machado se mette au niveau. Il faut que Turner retrouve son niveau. Bellinger, c'est pas le Bellinger de l'an dernier. Les lanceurs l'ont calculé, c'est clair. Et Max Muncy, il est un peu trop jeune pour tenir le club sur ses épaules également. Donc, moi, je suis un peu inquiet à ce niveau-là, et je crois que le line-up va être un gros problème quand on va arriver en post-saison. Surtout quand on voit l'année dernière, par exemple, en World Series, où à chaque fois ils arrivaient à revenir face aux Astros avec ce pouvoir de toujours rester en jeu, que ce soit par des home runs ou par réussir à monter en base. S'ils n'arrivent plus à faire marquer ces joueurs, ça va devenir compliqué, notamment en post-season, face à des équipes beaucoup plus acérées qu'eux, quoi. Voilà, très difficile. Surtout que je crois que tu voulais parler toi de la rotation, qui n'est pas exactement l'assurance tout risque non plus cette saison. Exactement. Donc toi, tu as bien ciblé le problème offensivement, et moi j'ai trouvé un petit problème, point de vue personnel, au niveau de la rotation, c'est le non-remplacement de Yu Darvish, qui était venu en fin de saison l'année dernière. Je sais qu'il y a pas mal de fans de LA qui vont me tomber dessus pour avoir dit ça, car la fin de parcours du Japonais en Californie n'a pas été étincelant. Hein. On le rappelle avec cette défaite dans le match 7 des World Series. Moi, ça me fait personnellement plaisir, mais pour les fans de LA un peu moins.
Mais ses fans oublient bien souvent, j'ai l'impression, qu'il avait réalisé un travail incroyable en fin de saison et lors du reste de la post-saison. Car pour moi, il enlevait surtout énormément de pression des épaules de Clayton Kershaw, quoi. On le sait, Kershaw c'est un monstre, mais en post-saison, il a tendance à avoir un peu plus de mal car Los Angeles le surutilise. On le rappelle, il avait utilisé dans le bullpen, si mes souvenirs sont bons, il y a 2 ans. Cette saison, ils le font lancer tous les 3 jours. Ils le font lancer dans le bullpen pour faire peur aux Astros. Donc Kershaw a beaucoup de travail à faire en post-saison. Et Yu Darvish lui permettait de se reposer un peu, de se dire qu'il n'était pas tout seul. Il y avait vraiment un deuxième ace dans cette rotation. Et avoir 2 aces dans une rotation, c'est bien plus difficile pour les batteurs adverses. Car affronter Kershaw puis Darvish, ça peut paralyser un petit peu. Cette saison, la rotation des Dodgers, on va pas se le cacher, elle est plutôt pas mal, hein. Kershaw reste Kershaw. Wood, il est plus aussi stratosphérique que l'an dernier, mais il présente tout de même un ERA de 3,51, c'est largement respectable. Il y a le très bon rookie Walker Buehler qui fait une incroyable saison. Il y a également l'énorme surprise Ross Stripling et son ERA de 2,52. Et puis il y a la vieille garde également, faut pas les oublier. Il y a Rich Hill et Ryu qui font toujours le travail lorsqu'ils ne sont pas blessés. Mais c'est à part Kershaw, personnellement tu me diras ton avis, j'ai pas l'impression qu'il y a véritablement un deuxième lanceur type dans cette rotation. Un deuxième lanceur, c'est par exemple quand on pense à Cleveland, c'est Corey Kluber, Carlos Carrasco. À Houston, c'est Justin Verlander, Gerrit Cole. Ici, il y a Clayton Kershaw et derrière, c'est des lanceurs à peu près tous égaux. Des lanceurs qui font le travail en saison régulière, mais qui ne font pas peur. Qui ne font pas grosse impression, on va dire, face aux batteurs adverses. Aucun qui peut dégoûter une attaque. Et on sait l'importance du psychologique en post-saison. Moi, je vois ça comme un petit point faible du côté des Dodgers. Et ils auraient peut-être dû se concentrer sur recruter un joueur capable justement d'être un lanceur numéro 2, un deuxième ace, pour pouvoir enlever des épaules la pression de Clayton Kershaw. Parce qu'au moment où on tourne ce podcast, je vois personne capable de se sortir et de devenir un deuxième ace et d'enlever de la pression à Kershaw. Je sais pas si tu es du même avis que moi. Je suis totalement d'accord là-dessus, avec un petit bémol. Pour moi, Alex Wood et Rich Hill sont deux joueurs deux lanceurs qui sont capables sur un match de se sublimer et d'arriver à un niveau pratiquement de Cy Young. Le souci étant qu'ils ne sont pas capables de répéter les performances sur la durée et tu peux pas leur faire confiance sur une post-season pour être le deuxième cadre. L'autre gros problème, évidemment, c'est donc on parlait de Kershaw et de son statut de seul star, c'est que son corps commence quand même à vieillir. Tous les ans, il passe au moins quelques semaines sur la liste des blessés. Notamment son dos, hein. Cette année, il a une première vraie tendinite au bras, une première blessure au bras qui pourrait être inquiétante pour la suite parce que si le bras commence à affaiblir aussi, c'est pas des bonnes nouvelles. Mais alors, au niveau des lanceurs, moi, ce qui me fait le plus peur chez les Dodgers, c'est le nombre de lanceurs qui sont sur la liste des blessés depuis le début de la saison. Urias a raté toute la saison. Stripling est sur la liste des blessés en ce moment. Tim Collins qui a été tradé cet hiver et a raté toute la saison. Kyle Jensen, le closer star, a des problèmes de cœur et on ne sait pas vraiment s'il va revenir. Il a déjà dit qu'il allait avoir besoin d'une opération du cœur pendant la mi-saison, ouais. L'intersaison. C'est ça. Après, t'as Singrani qui est blessé aussi, donc c'est vrai que ils sont complètement handicapés par les blessures au niveau des lanceurs et ils n'ont pas forcément la deuxième star. Donc pour moi, j'y commence quand même à être assez inquiet non seulement pour un parcours en post-saison, mais même pour une qualification. Ah oui, donc toi carrément tu les vois pas se qualifier donc. Ah, je ne dis pas que je les vois pas se qualifier, mais on va maintenant, je pense, parler des autres équipes parce que pour l'instant les Dodgers ils ne sont que 3e de National League West derrière les Diamondbacks et les Rockies. Et quand tu regardes un peu la dynamique des différentes équipes et le potentiel, je crois que toi Martin tu as fait des Diamondbacks ton favori pour le titre de division d'ailleurs, notamment raison de leur pitching staff.
Exactement. Toi, tu commençais à à douter des Dodgers. Moi aussi, je doute des Dodgers et je vois les D-backs se qualifier directement, hein, en post-saison, c'est-à-dire en remportant la National League West, pardon. Parce que pour moi, la grande force de ces D-backs, comme tu l'as dit, c'est le pitching staff, tant les lanceurs qui débutent que le bullpen. Arizona possède la 5e meilleure rotation de la National League avec un ERA collectif de 3,84-85 si ma mémoire est bonne. Alors que pour le bullpen, c'est encore mieux puisque c'est juste tout simplement le meilleur bullpen de la National League avec un ERA collectif de 3,14. Tout ça, c'est monstrueux. Et pourtant, c'était plutôt mal embarqué cette histoire puisque le numéro 3 de la rotation, Taijuan Walker, s'est rapidement blessé en début de saison. Il n'a plus joué depuis avril. Tandis que Robbie Ray, le supposé numéro 2, a été blessé d'avril à juin et peine à retrouver son niveau depuis qu'il est de retour. Mais heureusement pour le club du désert, il y a des belles surprises, hein. D'abord, l'incroyable Patrick Corbin, qui sort une saison monstrueuse avec un ERA de 3,18 ainsi que 190 strikeouts en 156 manches, et je lis mes fiches. Ça le place à la 7e place de la MLB dans la catégorie des strikeouts, en compagnie des monstres Verlander, Gerrit Cole, Max Scherzer, Corey Kluber. Donc ça place un peu le bonhomme. Mais surtout, il y a également Clay Buchholz. Lui, il sort un peu de nulle part, sauf pour les habitués de la MLB. Clay Buchholz a ses célèbres années à Boston, mais il sort de 2 saisons chaotiques. Mais pourtant, il semble retrouver une seconde jeunesse dans le désert, puisqu'en 12 matchs, il présente un ERA de 2,47 ainsi que 61 strikeouts pour seulement 16 buts sur balle. Donc c'est vraiment une superbe surprise pour l'Arizona qui n'attendait pas à voir Clay Buchholz à ce niveau et qui vient parfaitement remplacer Taijuan Walker en position 3 de la rotation. Et à la différence de Corbin, Buchholz a déjà connu la post-saison, j'en parlais tout à l'heure avec ses expériences à Boston, et il a même disputé 6 rencontres en playoff, et on sait que ça peut faire la différence tant l'intensité des matchs en post-saison peut être difficile à gérer pour des lanceurs novices à ce niveau-là, quoi. Et enfin, il y a toujours Zack Greinke qui reste Zack Greinke et son ERA de 3,00 tout simplement, et c'est lui véritablement l'ace de cette équipe, et je pense qu'il restera encore longtemps ace de cette équipe. Ensuite, tu le disais, il y a le bullpen également. On assiste à des grosses saisons des joueurs comme Andrew Chafin et ses 1,74 d'ERA en 58 matchs et 41 manches lancées. On a McFarland, un ERA de 5,33 l'an dernier, et qui cette saison en est à 1,97. Refonte complète de ce joueur qui est passé par Baltimore également. On peut aussi évoquer Hirano, la recrue japonaise, et ses 2,09 d'ERA et 52 innings. Et enfin, le joueur qui divise du côté de The Strikeout, c'est le closer Brad Boxberger. 27 sauvetages en 32 opportunités et un ERA de 3,46. Et c'est pas fameux pour un closer d'avoir un ERA aussi élevé. Et s'il présente un bon nombre de sauvetages, on y reviendra peut-être. C'est pas l'assurance tout risque, quoi. Et juste avant de terminer, j'aimerais juste souligner que Arizona a fait un très bon mercato en rapatriant entre guillemets Brad Ziegler qui se morfondait au fin fond des Marlins et qui fait son retour dans l'effectif des D-backs après ce petit passage à Miami, et qui peut apporter son expérience des fins de match justement pour aider Brad Boxberger, lui l'ancien closer des D-backs. C'est donc un groupe très homogène, Bastien, et surtout très efficace, mais toi je crois que tu es un peu dubitatif sur ce bullpen. C'est pas tant sur le bullpen que sur justement le poste de closer. Donc tu parlais de Boxberger qui était absolument exceptionnel sur les 2 premiers mois, peut-être 3 premiers mois de la saison, mais j'ai l'impression qu'il fait bien un peu. J'ai pas l'impression qu'il ait toute la capacité à tenir le bullpen et le poste de closer en particulier sur la post-saison. Je me trompe peut-être, mais j'ai quand même pas le doute à ce niveau-là. Et je vois pas vraiment aujourd'hui parmi les autres releveurs qui va prendre et s'imposer complètement au poste de closer. Archie Bradley est très fort, mais en setup man, pas vraiment. Il est surtout pas très régulier, quoi. Il est capable d'être incroyable et d'avoir une nuit complètement ratée, quoi. Voilà, c'est ça.
Shelby Miller, il existe encore? Il est sur la DL, la 60-day DL, donc Shelby Ah, Miller, on le reverra plus de cette saison, je pense. pardon, j'avais raté ça. Donc voilà, donc vraiment, il n'y a pas grand monde pour fermer les matchs. Et ça m'inquiète un peu. Surtout quand on voit les séries, on en parlera plus tard, qui attendent les Diamondbacks en septembre et la possibilité des playoffs. Il va falloir s'accrocher. Ah oui, hein, surtout, comme tu le dis, j'ai pas l'impression que Brad Boxberger soit ce qu'on appelle un shutdown reliever, comme on l'appelle outre-Atlantique. C'est-à-dire un lanceur capable de sortir du bullpen et de dégoûter complètement l'équipe adverse. Je pense à un mec du type Edwin Diaz ou des Chapman des grands jours. C'est vraiment ce qui manque du côté des D-backs dans ce bullpen. C'est un mec, on est sûr que quand il rentre, le match est terminé, quoi. Voilà, c'est ça, à mon avis, ça pourrait être un problème, notamment dans les matchs à forte pression. Après, on sait jamais. Hein, on avait moi qui suis les Mets de près, on avait ce Joris Familia il y a quelques années qui est parti maintenant en Athletics, qui dominait absolument toute la saison régulière et qui craquait à chaque fois qu'il y avait une grosse occasion. Donc ça peut c'est vraiment les gros matchs qui diront ce qui se passera pour Boxberger. On sait jamais comment vont réagir les lanceurs à la pression des playoffs. Hein. C'est vraiment un monde complètement différent, la saison régulière et les playoffs, quoi. C'est vraiment deux mondes complètement différents. Ouais. Il y a également l'attaque du côté de l'Arizona. C'est aussi pour ça que j'ai fait de ces D-backs mes favoris pour la NL West. Comme chacun... Dans l'attaque, alors tu vois, moi je te coupe parce que tout de suite j'ai quelque chose qui me pose vraiment un gros problème. Vas-y, je t'écoute. Au niveau de l'attaque des D-backs, c'est que derrière Goldschmidt, je vois beaucoup de bons joueurs, mais je vois pas de vrais stars capables de faire la différence. Je vois pas de JD Martinez comme l'an dernier. Je ne vois pas la personne qui va venir supporter Goldschmidt et vraiment faire la différence pour les D-backs. Exactement, j'entends ce que tu dis sur un joueur, un game changer, hein, comme on dit dans cette équipe. Mais comme chaque année, Paul Goldschmidt, un peu dans l'anonymat, il réalise une saison monstre. 27 home runs, 55 RBI, 29% de moyenne au bâton. Donc lui, il sera toujours là. Mais je te trouve un peu dur de dire qu'il est seul. David Peralta, le champ gauche, il réalise une plutôt bonne saison, 30% au bâton, 22 home runs, 60 RBI, des stats très proches de celles de Paul Goldschmidt. Il y a Edgy Pollock qui semble enfin mettre derrière lui toutes ses blessures, 29% au bâton, 15 home runs, 46 RBI. Je peux également citer la recrue de cet été, Eduardo Escobar. C'est moins flashy que JD Martinez, mais il peut s'avérer utile. Lui qui frappe à 28% au bâton depuis qu'il est arrivé dans le désert. Et puis, comme tu le disais, il y a des joueurs qu'on va dire entre guillemets moyens, comme Descalso, Marte ou encore Ahmed, mais qui peuvent s'avérer être largement efficaces pour cette saison, pour cette fin de saison. Mais je te rejoins pour la post-saison, j'ai l'impression que ça va être un peu court. L'an dernier, on le sait, c'est JD Martinez qui avait quasiment porté à lui tout seul l'attaque d'Arizona durant les playoffs. Et c'est vrai que j'ai bien peur que Paul Goldschmidt soit encore un peu seul en post-saison. Mais pour la saison régulière, en tout cas, je vois cette attaque suffisamment bien armée pour se qualifier, quoi. Et puis durant l'intersaison, on le sait, cette intersaison va être mouvementée avec des gros noms sur le marché des transferts. Et on peut s'attendre à ce que les D-backs soient très actifs, eux qui n'ont pas un salary cap très élevé, quoi. Ouais. Et l'autre joueur qui manque beaucoup, je pense, à cette équipe, c'est Jack Lomb, qui est blessé depuis. Exactement, j'en ai pas parlé. Très bien avant ça. Mais qui l'an dernier était un autre accompagnement très efficace à Goldschmidt, et qui cette année a été au mieux moyen et est blessé depuis maintenant la fin juillet. Je sais pas exactement quand est-ce qu'il doit revenir, mais pour l'instant. C'est vrai qu'après, c'est toujours plus facile de frapper entre Goldschmidt et JD Martinez dans une line-up. Évidemment. Les lanceurs sont soulagés d'avoir passé les deux grosses brutes, et derrière, il y a Jack Lomb qui pouvait en profiter pour foncer sur une balle rapide ou un truc comme ça. Et cette année, comme tu le disais, JD Martinez, il est plus là, il fait le bonheur de Boston. Et du coup, c'est plus difficile pour tout le monde. On le voit, même Paul Goldschmidt a un peu plus de mal cette saison. Ouais. Donc après il y a peut-être aussi le facteur du stade qui a son nouveau climatisateur et qui
qui rend plus difficile les balles de voler loin. Mais c'est vrai que comme tu le disais, je te rejoins sur ce point, sur le manque d'un game changer en attaque, capable de faire gagner un match sur un coup de bâton. Et c'est peut-être là le petit souci pour les D-backs. Quoi qu'il en soit, personnellement, je pense que cette équipe actuellement a suffisamment les armes pour se qualifier en post-season. Moi, je les vois gagner par le titre et donc se qualifier directement. Et toi, par contre, je pense que tu es plus du côté de Colorado. On le sait, cette équipe des Rockies est menée de main de maître par ton chouchou Nolan Arenado et Charlie Blackmon. Et le pitching staff n'est pas aussi mauvais que prévu, n'est-ce pas? Alors, comment être totalement objectif? C'est vrai que j'aime beaucoup cette équipe parce que Nolan Arenado et Blackmon sont deux joueurs absolument fabuleux. Le pitching staff, c'est difficile parce qu'il y a un gros manque d'expérience dans la rotation. Si tu regardes Anderson, Freeland, Gray, Marquez et Senzatella étaient tous rookies l'an dernier. Étaient tous rookies l'an dernier ou l'année précédente. Je crois que Freeland, a commencé Anderson a commencé en 2015. Tous les autres ont commencé en 2016 quelques matchs et la plupart étaient encore rookies l'an dernier. Donc ça manque beaucoup d'expérience, notamment pour aller chercher le très haut niveau. Le sixième qui vient de sortir de la rotation, qui va être remplacé par Senzatella, qui lui était dans le bullpen depuis juin, c'est Chad Bettis. Ah oui. Chad Bettis, c'est un bon joueur de MLB qui a eu une très bonne saison, mais c'est pas exactement un leader de rotation non plus. Et je pense que ce qui manque dans cette équipe, et on l'a vu l'an dernier déjà avec Gray pour le wildcard game, c'est quelqu'un qui puisse vraiment faire la différence. Alors, est-ce que Kyle Freeland peut être ce joueur-là? Peut-être. Il a la particularité avec Anderson, mais la particularité assez étonnante d'avoir un IRA de 2.22 à Coors Field et 3.74 sur la route. Alors c'est l'inverse de la logique. Oui, c'est étonnant même. Le stade des frappeurs, mais Freeland, il donne l'impression d'avoir totalement maîtrisé les conditions atmosphériques de Coors Field. Et donc si il devait y avoir un wildcard game à Denver, ce serait un énorme atout pour les Rockies parce que il n'y a pas beaucoup de lanceurs qui peuvent maîtriser l'atmosphère de l'altitude, ouais. Maintenant, pour le reste, c'est vrai qu'il y a des variations assez hallucinantes entre les matchs sur la route et à domicile. Senzatella aussi semble avoir maîtrisé Coors Field, mais si tu prends Marquez par exemple, qui a un IRA de 2.92 à l'extérieur, un IRA de 6.42 à Coors Field, et ça c'est vraiment difficile de voir ce qu'ils vont pouvoir faire au niveau du conseil en arrivant dans les gros matchs vraiment importants, parce que c'est tellement irrégulier, notamment à cause des conditions et à cause de l'inexpérience, qu'on c'est vrai que si un match de wildcard se dispute à Denver, c'est sûr que le facteur pitching va être ultra important. Hein. Voilà, et donc c'est vrai que si tu as un joueur capable de lancer à 2.22 à Denver, ça peut commencer à faire très peur aux adversaires. Maintenant, l'autre problème, c'est le bullpen. Pourtant, ils ont dépensé énormément durant l'intersaison pour recruter dans le bullpen. Wade Davis, Brian Shaw, tout ça, c'est pas venu gratuitement du côté de Colorado et c'est plutôt très décevant. Hein. Voilà, Wade Davis, il a... Comment dire? C'est assez ambigu sa situation parce qu'il amène pas mal de sauvetage, mais en même temps, son IRA est quand même assez catastrophique. Il est supérieur à 5.30 si ma mémoire ne me fait pas défaut. C'est ça, oui. C'est quand même, alors que c'est lui qui a le plus de save en National League, donc c'est assez une situation assez bizarre, hein, ce Wade Davis là. Bah Wade Davis, il faut pas oublier que c'est normalement un closer absolument exceptionnel. Ah oui. Et on le rappelle chez les Cubs, il a été phénoménal et chez les Cubs et avant chez les Royals. Donc, à chaque fois, il a vraiment contribué au succès de ses équipes. Il fait encore une bonne saison au niveau des sauvetages. Il fait ce qu'on attend être le minimum syndical pour lui. On attendrait mieux d'un joueur de sa classe. On attendrait de lui qu'il fasse presque la différence, peut-être comme un Diaz chez les Mariners. Ottavino fait une bonne saison. Oui, comme l'an dernier, c'était lui le closer l'an dernier du côté des Rockies. Hein.
Voilà, donc avec 5 sauvetages, mais surtout des bonnes apparitions, avec un IRA de 1,70, un whip de 0,96, donc il fait vraiment une très bonne saison. Et puis derrière, ils ont voulu amener de l'expérience avec les Coréens vont me tuer pour la façon dont je le prononce. Chong Gang-ho, Ouais, The Final Boss, hein, par son surnom comme il est appelé. Hein. voilà, qui est arrivé de Toronto il y a quelques semaines, et Jack McGee qui est arrivé l'hiver dernier. En Maggie, c'est une catastrophe, évidemment. Hein, donc, 6,53 d'IRA. Voilà, c'est ça. Et bon, ça n'a jamais été un grand releveur. Il a eu des bonnes saisons, mais là, c'est vraiment pas terrible. Oh, il s'en sort plutôt bien, mais pour l'instant, il a fait que 10 matchs avec les Rockies, donc un IRA de 1,86, difficile à juger complètement. Mais un peu inquiétant si jamais les Rockies devaient être isolés assez rapidement sur un match de post-saison. On voit pas vraiment ce bullpen tenir 5, 6, 7 innings, et on voit pas non plus vraiment deux starters capables de se relayer efficacement contre une grosse équipe, contre les Dodgers peut-être, contre mais les équipes qui pourraient être en playoffs cette saison, en wildcard, ça pourrait être Saint-Louis, ça pourrait être les Cubs. Et on voit pas vraiment comment ce bullpen va tenir la route à ce niveau-là. Surtout quand on sait l'importance que les bullpens ont pris en post-saison ces 2 dernières années. Hein. On va dire la politique Andrew Miller, Chris Devensky entre guillemets, c'est-à-dire des lanceurs de relève capables d'être efficaces sur 2 manches et d'être intouchables, quoi. Comme tu le disais, du côté des Rockies, ça peut être difficile à trouver. Il y a bien Adam Ottavino qui va pouvoir faire le travail. Mais pour aller jusqu'à Wade Davis, ça risque d'être long, quoi. C'est ça. Donc, et on a vu notamment les 2 wildcard games l'an dernier. On a vu les starters sortir après 2 ou 3 manches, presque tous. Il me semble les 4 starters n'ont pas tenu 4 manches. Ça va être difficile. Maintenant, comme d'habitude, c'est sur l'attaque que va se focaliser Colorado. Rockies, ouais. Ils ont les hommes. Bah évidemment, Nolan Arenado, comme tu disais, mon chouchou, pour moi le meilleur joueur de National League. C'est vraiment un joueur très sous-coté, j'ai l'impression, de cette Major League. On n'en parle pas beaucoup, mais chaque saison, il est là, il fait ses gros stats, il est toujours 2e dans toutes les catégories de statistiques des batteurs, et on n'en parle pas si souvent que ça, quoi. Bah, il vient d'enchaîner 2 saisons avec 40 home runs, je crois, non, au moins 30 home runs et 130 RBI. Enfin, je retrouve la stat exacte. Et il est parti pour faire la même chose cette année. Il a déjà 30 home runs et 84 RBI à la mi-août. Il est premier au home run, 2e ou 3e au RBI. Il a une moyenne au bâton maintenant de 310. Il continue à s'améliorer tous les ans. Dans ce domaine, ouais. Plus régulièrement. Surtout derrière lui, il a Trevor Story qui avait été énorme en rookie, un peu moins bon l'an dernier et qui est en train de vraiment s'imposer comme un joueur de très grande classe, qui est aussi capable de courir sur base, ce qui le rend encore plus utile à son équipe. 16 bases volées déjà l'an dernier. Il y a Charlie Blackmon qui évidemment, ouais. Pas encore été vraiment énorme cette saison, mais qui continue à faire le boulot quand même. Et on sait que dès que la pression monte, il monte avec. Ouais. Il est là pour vraiment faire la différence. Et puis t'as Desmond Gonzalez qui peuvent servir, t'as Lemayeux qui frappe toujours efficacement. T'as vraiment de quoi faire tourner un effectif costaud, quoi. Voilà, t'as de quoi faire tourner, de quoi mettre la balle en jeu et faire rentrer les runs. Et donc c'est vrai que ils ont cette capacité, une fois que la machine démarre, à enchaîner les runs, enchaîner et produire des points à l'appel. Donc à mon avis, c'est là-dessus qu'ils vont compter, en espérant que la rotation et le bullpen arrivent à tenir le coup de moins. C'est l'éternel débat en MLB, est-ce qu'il faut mieux avoir un pitching staff efficace ou une attaque de feu, quoi. Est-ce que l'attaque va pouvoir supporter ses lanceurs déficients, c'est la grande question, quoi. Eh oui. Une question à laquelle tes Astros ont bien répondu l'an dernier. Ils avaient une attaque de feu. Ils avaient les deux. et au final, voilà, c'était intouchable. Sauf le bullpen qui a été un peu compliqué, mais on a vite trouvé une solution en faisant lancer des starters pour finir les games. Enfin bref, c'est de l'histoire ancienne, ces Astros. Et du coup, donc toi, quel est ton pronostic pour cette National League West ? Assez difficile. Alors déjà, c'est très difficile à dire puisqu'il y a, je crois,
2,5 victoires d'écart entre les trois ce matin, après la victoire des Rockies hier sur les... On est le 17 août. Hein. Ouais. Et ils se rencontrent tous, je crois, En septembre, ouais. En septembre, ouais. Les Dodgers... Les Dodgers rencontrent les Rockies et les D-backs pour terminer l'année. Donc ils rencontrent les Rockies du 17 au 19 septembre et les D-backs du 24 au 26 septembre. Et ils terminent par une série de 3 matchs chez les Giants pour terminer leur saison. C'est ça, les D-backs ont joué les Braves, les Rockies, les Astros, les Cubs, les Rockies et Dodgers à la suite du 3 au 26. Ouais, un calendrier vraiment compliqué hein, pour les D-backs. Cette série de matchs là du 6 au 19 septembre. 4 matchs face aux Braves, 4 matchs face aux Rockies, 3 matchs face aux Astros et 3 matchs face aux Cubs, le tout sans aucun jour de repos. Donc c'est vraiment cette période du 6 au 19 septembre qui va être capitale hein, pour les D-backs. Et même chose pour les Rockies qui dans la même période, donc du 7 au 19, vous rencontrez les Dodgers 3 fois, les Diamondbacks 4 fois, les Giants 3 fois et les Dodgers 3 fois aussi, avant de renchaîner ensuite du 21 à la fin avec les D-backs, les Phillies et les Nationals. Ah, donc c'est deux équipes, les D-backs et les Rockies, qui n'ont vraiment pas un calendrier évident. Hein. Alors, on peut dire que les Dodgers s'en tirent plutôt pas mal au niveau du calendrier, avec des matchs face aux Reds, face aux Bastien, face à des Mets qui sont forcément beaucoup plus abordables. Mais il faudra pas se louper face à leurs adversaires directs. Quoi. C'est vraiment pour les Dodgers, l'objectif c'est battre les adversaires directs. Exactement. Alors pour moi, je pense donc le pronostic, évidemment, ça va dépendre de comment les équipes réagissent à cette folie de septembre. Je pense comme toi que les D-backs sont probablement à la capacité à être au-dessus. J'ai envie de voir les Rockies se qualifier pour le wildcard game, mais la raison me ferait penser D-backs qualifiés, les Dodgers au wildcard game et les Rockies probablement juste un petit peu derrière, battus pour le wildcard game par ou les Phillies ou les Brewers ou les Cardinals qui reviennent bien en ce moment. Ouais, bah écoute, moi j'ai plutôt le même avec toi. Hein. Je l'avais dit, hein, les D-backs pour moi ils ont l'effectif suffisant pour l'emporter cette National League West. Pour les post-saison c'est autre chose. Et je vois évidemment les Dodgers également mieux armés que les Rockies pour aller décrocher cette wildcard et même gagner la wildcard, hein, parce qu'avec un effectif tel qu'ils ont, je les vois se qualifier pour la wildcard. Et les Rockies, j'ai peur qu'ils soient encore un peu courts et c'est encore une nouvelle fois dommage pour Arenado, mais les Rockies, ils me semblent bien trop courts pour espérer quelque chose. Je serais tenté de penser que Arenado va se consoler avec le titre de MVP cette année parce que je le vois vraiment au top du jeu, mais c'est une question qu'on se posera un autre jour. Exactement. Donc n'hésitez pas vous à nous dire ce que vous pensez de la National League West, qui l'emportera. Réagissez sur les réseaux sociaux, on se fera un plaisir de discuter avec vous. Et c'est ainsi que se termine cette première édition de Extra Inning. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci Bastien d'avoir partagé avec moi. Merci Martin. Et puis on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Extra Inning ou d'un autre podcast. Merci à tous. Salut. And Turner in the air to center field. That ball's hit well. Martinez on the run. This is way back, and it is gone. It is a walk-off home run for Justin Turner.